Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Il est 17h sur Westrack Radio, vous êtes à l'écoute de votre émission quotidienne, le Magal West. C'est Lucie avec vous pour cette dernière émission de la semaine et notre programme aujourd'hui est chargé. Retour sur les journées du patrimoine avec un reportage sur la visite de l'abbaye Flaubert en compagnie de l'association Mémoire et Patrimoine. C'est notre focus pour la rubrique Dans ton quartier en deuxième partie d'émission. La météo du jour et les prévisions pour ce week-end à retrouver dans cette émission. L'agenda des événements à ne pas manquer dans l'agglomération havraise et bien sûr de la musique avec une nouveauté à découvrir en partenariat avec la Ferrarock. On commence tout de suite notre émission avec la météo. Le ciel est couvert sur le Havre en ce vendredi 26 septembre. Actuellement, il fait 15 degrés avec des températures maximales prévues autour de 16 degrés et des minimales à 9. Le vent souffle modérément avec des rafales pouvant atteindre les 30 km/h. Le coucher du soleil est prévu pour 19h15. Pour demain, samedi 27 septembre, attendez-vous à une journée plutôt nuageuse avec des températures maximales autour de 18 degrés et des minimales à 11. Dans l'actualité du jour, une journée porte ouverte est organisée au groupe hospitalier du Havre pour explorer la maternité et rencontrer l'équipe médicale. Une belle occasion de découvrir les coulisses de cet établissement et d'échanger avec les professionnels de santé. C'est à la une aujourd'hui de notre journal local avec Margot. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les actualités locales de ce vendredi 26 septembre 2025. Une journée pour explorer la maternité du groupe hospitalier du Havre et rencontrer l'équipe. C'est une journée exceptionnelle de rencontres et de découvertes que propose la maternité du groupe hospitalier du Havre demain. L'occasion d'explorer les lieux, d'échanger avec une équipe dédiée aux futurs parents et aux bébés. Rendez-vous de 10h à 16h à l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers. Visite guidée, échange avec le personnel et ses partenaires. Table ronde sur l'accouchement à 11h, la pédiatrie à 13h30 et l'analgésie péridurale à 14h30. Au Havre, une pièce pour évoquer le combat d'une femme contre le cancer. À l'occasion d'Octobre Rose, la pièce de théâtre La Constellation du cancer est jouée au THV du Havre, vendredi 3 octobre à 14h30 et à 20h. Écrit et interprété par la comédienne Marie Tara, ce seul en scène conte le combat contre la maladie. La comédienne diagnostiquée d'un cancer du sein agressif en 2013 a souhaité écrire pour les millions de femmes touchées par la maladie. Au Havre, la glacière ouvre les fenêtres en grand sur l'univers de Munia. La glacière au Havre accueille jusqu'au samedi 11 octobre l'exposition de peinture Fenêtres sur la ville et autres paysages de l'artiste havrais Munia, nom d'artiste de Christian Michel. Le peintre qui affectionne la nature et les paysages bucoliques s'est récemment tourné vers la ville, comme le montrent ses œuvres les plus récentes. À Bolbec, la Fabrication accueille une soirée punk. La Fabrication promet une soirée sous haute tension ce soir à Bolbec. L'espace Chantal Kiburs vibrera au rythme du punk et du scrimo avec 2 formations prêtes à en découdre. Panico, Twerko et L'idylle. Les portes ouvriront à 20h, le concert débutera à 20h30. Billetterie 5€ l'entrée, 3€ pour les adhérents et les partenaires. Handball, Ligue Butagaz Énergie, battu par Sambre, le Hack tombe à la dernière place du classement. Dans la course au maintien, les Havraises ont réalisé une bien mauvaise opération mercredi 24 septembre en s'inclinant à domicile contre un adversaire direct, Sambre Avesnois, 21-27. Après 3 journées, l'équipe de Tom Garnier est seule lanterne rouge. Merci de votre attention, ne partez pas car le journal se poursuit avec les informations de la France et du monde.
bonsoir à tous. Reconnaître la Palestine va encourager le terrorisme contre les Juifs. Les mots de Benyamin Netanyahou devant l'Assemblée générale de l'ONU. Cette reconnaissance est une décision honteuse selon le Premier ministre israélien, alors que la France et une dizaine d'autres pays ont officiellement reconnu la Palestine il y a quelques jours. Benyamin Netanyahou dit espérer une victoire rapide à Gaza pour envisager un avenir de paix et de prospérité, alors que sur le terrain, l'armée israélienne annonce avoir frappé plus de 140 cibles. Selon la défense civile opérant sous l'autorité du Hamas, une vingtaine de personnes ont été tuées. Dans ce contexte, la participation d'Israël à l'Eurovision est compromise, alors que plusieurs pays demandent l'exclusion de l'État hébreu sous peine de boycott. C'est notamment le cas de la Slovénie, des Pays-Bas et de l'Espagne. Les membres de l'Union européenne de radio-télévision, organisatrice du concours de la chanson, se réuniront début novembre pour voter sur la question. Jean Castex va prendre les rênes de la SNCF. Emmanuel Macron propose de nommer l'ancien Premier ministre et actuel patron de la RATP à la tête de la compagnie ferroviaire. Le chef de l'État propose par ailleurs Marie-Ange Debon comme PDG de la Poste. Elle est actuellement à la tête de Keolis, la filiale de transport public de la SNCF. Les agriculteurs dans la rue avec des actions aujourd'hui aux quatre coins de la France à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Ils dénoncent les droits de douane de Donald Trump et le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Parmi les actions, une vingtaine de tracteurs étaient rassemblés ce matin devant les portes du château de Versailles. Le président de la FNSEA demande à être reçu par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Et puis un mot de basket avec le grand retour de la Betclic Elite. Ce soir, 3 mois après le titre du Paris Basket, le championnat de France reprend ses droits. Pour le match d'ouverture, Dijon reçoit Le Mans à 20h30. Demain, le champion en titre, Paris se rendra à Gravelines-Dunkerque. Et puis rendez-vous dimanche pour les autres candidats au titre. Monaco ira au Portel et l'Asvel recevra Nancy. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Le week-end arrive enfin et avec lui des événements, notamment au salon de la PSH au Forum de l'Hôtel de Ville. C'est jusqu'à aujourd'hui, ce soir, une trentaine d'artistes locaux présentent leurs œuvres, huiles, aquarelles, pastels et divers matériaux. L'entrée est totalement libre. Plus d'informations sur le site de l'Hôtel de Ville. Je vous donne un autre rendez-vous jusqu'au 28 septembre, l'exposition Blue Oyster Cult de Richard Foguet au Portique, une immersion dans l'univers de l'artiste à travers des dessins, des collages et des sculptures. Enfin, on a un autre rendez-vous qui se déroulera le samedi 4 octobre à 17h, le spectacle Coquelicot au Tadam Théâtre, un duo de personnages féminins aborde les menstruations avec humour et pédagogie. Le tarif est compris entre 6 et 10 euros. Réservation sur le site tadam6.fr. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Star Feminine Band, les Hardest Working Women du show business du Bénin, sortent leur 3e album chez Born Bad, qui s'était décarcassé pour sortir le premier. On en connaît qui chopent le palu à la vue de la très collante étiquette World. Soyez assurés que le monde sait tout ce qu'elle mérite. Après 9 ans de boulot acharné, ces 8 jeunes femmes venues d'un village que même les Béninois ont du mal à situer ont commencé le métier en mode expert, car outre soi, faut convaincre la famille, le village et tout un continent que ça vaut le coup. The one is every day.
Ce nouveau disque donne des joies simples, entendre des voix grandir, un talent instrumental se confirmer. Les musiciennes contribuaient à l'écriture pour passer de premier girl band béninois à band tout court. Et ce, sans oublier pourquoi elles ont pris la scène. L'émancipation n'est pas un dîner de gala. Star Feminine Band fait de la musique directe qui ne prend pas de détour pour exprimer ce qui manque du pays. C'est pas de la candeur, c'est du pragmatisme. Quand Grâce chante « L'enfant a le droit à l'éducation, obligé », c'est qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus important ce jour-là. Comme elles le notaient dans leur premier album, la musique c'est notre boulot, laissez-les faire, elles font ça très bien. Le Star Feminine Band s'amuse dans ce disque qui se promène dans le territoire vaste et poreux des innombrables styles propres à l'Afrique de l'Ouest. Moins garage que les 2 premiers albums, soutenus par des arrangements fins, des parties de clavier ambitieuses et des harmonies vocales plus complexes, sans que l'ensemble ait perdu en spontanéité. Ce 3e opus vient tranquillement, en toute modestie, nourrir le patrimoine musical béninois. Comme elle l'affirme très bien dans Jusqu'au bout du monde, malin petit tunnel de remerciements qu'on voit déjà gonfler sur scène. Oui, c'est Star Feminine Band qui a gagné. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement,
Et bonne humeur sur Westrack. L'album mis à l'honneur par la Ferrarock cette semaine, Star Feminine Band, qui nous viennent du Bénin avec leur album Jusqu'au bout du monde. Vous venez de découvrir 2 titres. Cet album est partenaire jusqu'à la fin de la semaine, mais si vous êtes intéressé, sachez que vous pourrez découvrir ce groupe, notamment à l'ouverture du West Park au Havre. Ça se passe au fort de Tourneville. Ce sera le vendredi 16 octobre et c'est d'ailleurs l'un des premiers groupes à se produire pour l'ouverture du festival. Plus d'informations sur le site du West Park. Pour poursuivre, il est 17h16 sur Westrack Radio. On va retrouver un reportage avec Mani. Elle était là la semaine dernière durant le lancement du festival Béton avec un concert à l'église Saint-Joseph. Je vous propose de découvrir ce reportage avant de retourner la semaine dernière aussi sur les journées européennes du patrimoine avec l'association Mémoire et Patrimoine. Nous avons découvert l'abri Flaubert et on en parle juste après ça. Vendredi 19 septembre, l'église Saint-Joseph du Havre a accueilli le concert d'ouverture du festival Béton. Pour la première fois, ce monument de la reconstruction, imaginé par Auguste Perret, devenait le théâtre d'une performance musicale. C'est l'artiste caennais Superpose qui a inauguré cette édition avec 2 séances, l'une à 19h15, l'autre à 21h15. L'occasion de présenter son nouvel album dans un cadre absolument exceptionnel. Son électronique, quasi galactique, se déployait dans la nef. Un live intense, sublimé par le dispositif sonore immersif FIP 360 qui projetait la musique dans tout l'espace, en 3 dimensions. Le béton résonnait, le clocher laissait filtrer la lumière, les vitraux s'embrassaient de couleurs. Sur scène, 3 grands boîtiers aux multiples boutons. Superpose construit, couche après couche, ces morceaux. Chaque geste est précis, chaque son calculé. Le public, lui, est calme et se laisse emporter par ces vagues sonores entre méditation et rêverie. Les animations lumineuses accompagnent la musique, des projections mouvantes, des faisceaux tantôt vifs, tantôt troubles, une atmosphère hypnotique, presque onirique. Au terme du concert, l'artiste salue sobrement, les mains jointes, un sourire apaisé. Un dernier mot sincère, puis il quitte la scène. Un moment hors du temps, entre architecture et musique, entre béton et vibrations électroniques, une ouverture qui place la barre très haut pour cette nouvelle édition du Festival Béton. Le MAG à l'Ouest, info divertissement,
Et bonne humeur sur Westrack. Et on poursuit ce petit temps retour sur le week-end dernier avec à nouveau un événement qui s'est déroulé le week-end dernier, les Journées européennes du patrimoine, l'association Mémoire et Patrimoine, association havraise qui propose notamment des visites dans des lieux de mémoire au Havre et qui permet aussi plusieurs recherches autour de la mémoire de celles et ceux qui ont vécu durant la Seconde Guerre mondiale et notamment durant les bombardements de septembre 1944, nous a accueillis à l'abri Flaubert, à proximité de l'hôpital Flaubert, un lieu à découvrir uniquement durant les journées européennes du patrimoine et matrimoine. Je vous invite à découvrir ce reportage durant lequel, au détour de cette visite, nous avons pu rencontrer Henriette Isaac, une havraise qui a permis d'aider de nombreux havrais et havraises blessés pendant les bombardements de septembre 1944. Je vous invite à écouter ce reportage pertinent mais aussi très touchant. C'est l'abri Flaubert que nous découvrons aujourd'hui. On est là ? Donc bonjour à tous et bienvenue à l'abri chirurgical Flaubert. Ici, on est dans un abri civil qui a été construit à la demande de l'hôpital général. À l'époque, il n'y avait pas de mono. L'hôpital général, c'était ici. Il faut savoir que l'hôpital général, il y a une partie des bâtiments qui avaient été réquisitionnés par l'armée allemande, avant la construction de l'hôpital allemand, de la rue Henri IV. Au fur et à mesure de l'avancée de la guerre, le Havre a été bombardé à de nombreuses reprises. Et il y a un moment, la direction de l'hôpital général s'est dit que ce serait une bonne idée d'avoir un endroit où continuer de pratiquer les soins en cas de bombardement. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils faisaient à chaque bombardement? Ils descendaient dans les caves, dans les abris, mais il n'y avait plus d'opération, il n'y avait plus rien. Donc ils vont faire construire cet abri. L'abri, il est constitué d'un couloir avec des chicanes anti-souffle et des pièces qui sont situées de chaque côté du couloir. C'est une entreprise havraise, l'entreprise Thiro Morel, qui aussi construit l'hôpital allemand, qui va construire cet abri. Et si vous regardez les murs, vous voyez bien que la qualité est très différente de celle des ouvrages allemands. Les Allemands réquisitionnent tous les matériaux, le ciment, le sable, le gravier, le béton. Et ici, on fait avec les matériaux de fortune. Si vous regardez les briques, par exemple celle-ci, elle est rouge, elle est cassée. Il y a des endroits, on a des briques jaunes. Tout ça, c'est de la brique de récupération qui vient des immeubles détruits au Havre entre 1940 et 1942. Mais ça reste quand même des moyens de fortune, il n'y a pas de porte blindée, là c'est des portes en bois. On est très loin de la qualité des bunkers allemands où l'air est filtré et là, il n'y a rien de tout ça. Pour les besoins de l'exposition, on a modifié un petit peu les pièces. Ici, c'était la salle de réchauffement. Il faut bien comprendre que notamment lors du grand bombardement du 5 septembre 1944, les blessés mettent du temps avant d'arriver à l'hôpital. Quand ils sont blessés dans le quartier Saint-Vincent, déjà, il faut quelquefois les dégager des décombres et les transporter dans une ville qui n'a plus de rue, qui n'est juste un immense amas de gravats. Donc les équipiers, les secouristes, les pompiers mettent du temps à les transporter. Quand ils arrivent ici, ils sont très refroidis. D'accord ? Donc on les met dans la salle de réchauffement. C'est une salle avec des gros radiateurs électriques qui va réchauffer toutes ces personnes. Ça va permettre de réactiver la circulation sanguine et de redonner un peu des couleurs. Ensuite, on fait le diagnostic de la personne et suivant son état, on va l'envoyer vers la salle d'opération s'il y a un besoin de l'opérer. Ce type de lit en bois, vous en aviez aussi dans les couloirs, puisque l'hôpital est prévu pour 70 blessés. Donc là, vous aviez des lits sur 3 hauteurs dans le couloir où les blessés étaient disposés au fur et à mesure après avoir été soignés. Vers 17h, vous avez d'abord des avions qui passent au-dessus de la ville et qui vont larguer des fumigènes pour délimiter une zone. C'est le principe du carpet bombing, du bombardement tapis. On délimite une zone et après tous les bombardiers viennent les uns derrière les autres larguer leurs bombes. Alors il y a une multitude de bombes pour un seul endroit, ce qui va absolument tout détruire. D'accord ? Alors ce type de bombardement est rarement utilisé en France. Normalement, c'est des bombardements qui sont destinés aux villes ennemies, les villes allemandes en l'occurrence. C'est des bombardements qui vont détruire Dresde, par exemple, en tuant des centaines de milliers de personnes. Mais au Havre, on ne s'attend pas à ça, d'autant plus qu'il n'y a pas d'objectif stratégique en centre-ville. Il y a bien quelques bunkers allemands, mais rien qui justifie un tel déluge de bombes. Les Allemands, ils sont en périphérie du Havre, ils sont sur le port, ils sont entre Octeville et Montivilliers, ils sont au fort de Sainte-Adresse, ils sont au fort de Tourneville. La logique aurait voulu qu'ils soient bombardés à ces endroits-là.
Pourquoi bombarder le centre-ville, si ce n'est pour faire pression sur le commandant allemand, mais en l'occurrence, la pression qui est exercée sur lui était très faible, puisque ça n'a rien changé dans sa décision de tenir Le Havre jusqu'au bout. Donc là, vous avez quelques photos. Ici, le quartier Saint-François. Ici, l'hôtel de ville, enfin ce qu'il en reste. Le square Saint-Roch. Ici, une photo qui est intéressante, c'est le pavillon de la famille Maillard. Et là, vous avez Monsieur Maillard qui est en train de nettoyer le sol de sa cuisine. Mais il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus de maison, il n'y a plus que le sol de la cuisine. Et puis après, c'est 5 et 6 septembre qui ont occasionné vraiment beaucoup de dégâts sur le Havre. Il y en a un aussi le 10 septembre 1944, qui va raser Fontaine-la-Vallée au moment du début de l'opération Astonia. Mais là, c'est vraiment des bombardements de très grande ampleur. En tout, c'est plus de 300 blessés qui vont passer les 5 et 6 septembre 1944 dans cet ouvrage. Beaucoup de personnes doivent leur vie à l'existence de cet abri chirurgical qui va pouvoir soigner vraiment beaucoup de monde dans des conditions très très difficiles quand même. Il faut bien comprendre que là, il y en a qui n'ont pas dormi pendant plusieurs jours pour pouvoir soigner l'afflux de blessés. Ceux qui sont venus au secours des Havrais pendant la Seconde Guerre mondiale, les pompiers, le personnel évidemment de l'hôpital général, la défense passive, qui a été créée à la fin de la Première Guerre mondiale en prévision de ces grands bombardements, puisque l'évolution de la taille des avions et de la taille des bombes a augmenté pendant la Première Guerre mondiale. Donc tout le monde savait que dans les futures guerres se joueraient aussi dans les airs et peut-être loin du front. Des villes pourraient être bombardées. Vous avez la Croix-Rouge qui a été créée au 19e siècle par Henri Dunant. Et puis, à partir de 1942, le gouvernement de Vichy se dit que les jeunes aussi doivent contribuer à l'effort général. Il va créer les équipes nationales. Alors là, les équipes nationales, c'est très simple. Vous recrutez des jeunes entre 15 et 23 ans et vous leur faites le même boulot que les adultes chevronnés. Au début, on leur fait faire des petits boulots, on leur fait déménager les gens dont les maisons sont endommagées, ou les gens du quartier Saint-François, parce que les Allemands vont réquisitionner une partie du quartier, donc ils vont déménager les gens, puis au fur et à mesure, ils se retrouvent à transporter les blessés vers les hôpitaux, et puis à la fin, ils se retrouvent à déblayer les maisons, puis à sortir les corps. Malheureusement pour eux, ils avaient un poste de commandement qui était situé rue Jean-Baptiste Herriès, et le 1er septembre 1944, ils ont la très très mauvaise idée de le déménager à l'angle de l'avenue Foch et de la place de l'Hôtel de Ville, au-dessus du restaurant Le Guillaume Tell. Alors aujourd'hui, c'est le bistrot parisien. Donc ils avaient leurs locaux, et en dessous du bistrot parisien, il y avait des caves qui servaient d'abri. Le 5 septembre 1944, donc on a dit tout à l'heure, les avions arrivent, le bombardement va commencer, tous les équipiers rejoignent leur poste de commandement en prévision, prêts à intervenir. Et là, évidemment, les bombes, ils sont en plein centre du bombardement, donc les bombes tombent sur l'immeuble. Une partie de l'immeuble s'effondre, ils se retrouvent coincés dans les caves. Ils vont réussir à dégager un passage, et là, les cadres des équipes nationales font sortir tous les jeunes en premier, et malheureusement, le reste de l'immeuble leur tombe dessus, et ils vont rester en dessous. Si vous allez avenue Foch, au départ de la place de l'Hôtel de Ville, vous allez voir une plaque à la mémoire de tous ces cadres des équipes nationales, notamment Christian Filly, Henriette Bell, qui ont sacrifié leur vie pour aider les plus jeunes des équipes nationales. Parmi ces équipières, il y a Henriette Isaac, qui est ici sur la photo. Henriette n'a pas eu trop de chance, malheureusement, parce que ses parents et sa sœur sont décédés dans le bombardement de leur maison située à Sainte-Adresse, et pourtant, elle a continué pendant toute la Seconde Guerre mondiale son travail dans les équipes nationales. Et elle est toujours membre de notre association à 99 ans. Elle sera là cet après-midi. Elle va expliquer un petit peu aux gens ce qu'elle a vécu. Et je peux vous dire que je vous souhaite à tous d'avoir le même état de santé, le même énergie qu'elle quand vous aurez son âge. Parce que c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Voilà. Allez, on va passer à côté. Alors que le micro de Westrack s'apprêtait à repartir, une rencontre imprévue a marqué notre fin de reportage. Nous avons croisé Henriette Isaac et elle accepte de témoigner.
La photo, c'est quand je faisais partie des équipes nationales, qui était un mouvement d'aide aux sinistrés. On faisait de l'aide quand il y avait des bombardements, les garçons déblayaient, on allait voir s'il y avait des gens à secourir, à apporter les premiers soins, puisqu'on avait fait du secourisme en arrivant. J'ai fait partie de ce mouvement-là jusqu'au grand bombardement du 5 septembre qui a enseveli malheureusement nos équipiers, qui a tué nos équipiers, qui avait sauvé tous les gens qui étaient dans la cave du Guillaume Tell. C'est la cheftaine Henriette Pell qui était venue au collège. J'allais au collège moderne et la cheftaine Henriette Pell était venue un jour nous expliquer ce qu'elle faisait et nous dire qu'elle recrutait des jeunes. Il fallait l'accord des parents, donc moi j'ai demandé la permission à mes parents, ils ont été d'accord, donc je me suis enrôlée dans les équipes. J'ai un petit peu travaillé sur Le Havre, un peu, puis quand Rouen a été bombardé en avril 1944, je suis partie 5 jours à Rouen avec un groupe pour aider les sinistrés de Rouen également. J'avais 17 ans. C'est jeune. C'est jeune, oui. C'est jeune, surtout qu'à l'époque, 17 ans, on était des gosses. C'est vrai, quand on voit les jeunes de 17 ans aujourd'hui et nous, ce qu'on était à 17 ans, nous, on poussait les voitures à bras avec les meubles des sinistrés. Je ne sais pas si les jeunes de 17 ans maintenant le feraient. Avant d'intervenir, ces jeunes suivaient une formation de secourisme de fortune. Oui, parce que Henriette Pell était infirmière. Et donc, quand on rentrait, elle nous donnait une formation précaire, bien sûr, mais elle nous expliquait quand même ce qu'il fallait faire si on trouvait un blessé, comment le mettre en position de repos et tout. Elle nous donnait les premiers éléments pour qu'on puisse être utile, au moins. Ne pas faire de bêtises. Je me souviens toujours, elle nous avait expliqué, si vous voyez un blessé qui a un objet dans l'œil, faut surtout pas l'enlever, parce que vous allez créer une hémorragie. Ça m'avait frappé parce que moi je disais toujours, il me semble que mon premier réflexe ça aurait été d'enlever. Non, il fallait pas, il fallait stabiliser l'objet et puis emmener le blessé à l'hôpital parce que on a appris à faire des pansements. C'était pas difficile, moi ça me plaisait bien. Moi ça me plaisait bien parce que j'avais l'intention à l'époque j'aurais aimé faire une carrière médicale. Alors donc ça me plaisait, mais j'ai pas fait la carrière médicale. Je l'ai pas fait parce que mes parents ont été tués le 5 juin 1944, une bombe qui est tombée sur leur maison. Mon père, ma mère, ma sœur ont été tués tous les trois, donc j'ai été obligée d'arrêter mes études. Alors j'ai appris la sténodactylo, je suis allée travailler dans les bureaux. Les blessés, c'est-à-dire que on les secourait sur place et puis on n'avait pas de moyens de transport, donc après on appelait où les pompiers, où c'était la défense passive, c'était plus des adultes. Nous, on n'était que des jeunes, 14, 24 ans. Après, on appelait les secours pour enlever les blessés. Ils faisaient comme nous, tout le monde faisait pareil. Tout le monde faisait pareil. Les 14 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Je crois qu'il y en a eu un. Je crois qu'il y a eu, sans encore vous dire, qui était le plus jeune équipier. Il a dû rentrer à 14 ans. Sinon, moi, je suis rentré à 16 ans. Enfin, même à 16 ans, on était jeunes. On s'entendait bien. Mais les garçons, les filles étaient séparés quand même à l'époque. Il n'y avait pas la mixité qui existe maintenant. Il y avait les garçons qui avaient leur réunion d'un côté, nous les filles de notre côté, mais quand il y avait à aller sur le temps, là on était ensemble et puis tout le monde était bien d'accord. Je suis la dernière équipière. Il y a encore une équipière qui vit, qui a le même âge que moi, mais elle était moins impliquée. Après, elle s'est moins impliquée parce que après, au 50e anniversaire, on avait créé une amicale des anciens. On est restés tous amis. Après, on a fait des sorties ensemble. On était tous restés liés. Et dans le film de Pierre Bucourt, on est quatre équipières parce qu'il y avait déjà plus d'équipiers, 4 équipières à témoigner et il y en a 3 qui sont décédées. Alors moi, il faut que je m'accroche parce que je suis la dernière, 98 ans.
Un travail de mémoire qui s'appuie aussi sur des archives précieuses, comme le reportage de Pierre Bucourt, réalisé en 2019. Ce documentaire poignant est toujours disponible en DVD. Ils sont gentils les gosses, qui est un excellent documentaire sur les équipes nationales. On les vend à chaque visite, que ce soit ici, à l'abri chirurgical ou à l'hôpital allemand. Alors il est seulement à 10 €. De retour dans l'abri Flaubert, la visite se poursuit. Une nouvelle salle vient d'ouvrir, fruit d'une année entière de recherche menée par l'association. Un travail minutieux pour redonner un nom, une histoire, une identité aux victimes du bombardement du tunnel Jenner en septembre 1944. Alors, cette salle, on l'a consacrée aux victimes du tunnel Jenner. L'année dernière, pour les 80 ans de la libération et malheureusement de la destruction du Havre, dans notre association, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour commémorer cette libération. Et on s'est dit, mais après tout, les grands absents de ces célébrations, ça reste toujours les victimes, parce que malheureusement, pour beaucoup d'entre elles, elles ont été passées en perte et profit. C'est-à-dire que décédées, enterrées, puis après, il y avait tellement de choses à faire, de la ville à reconstruire, les retrouver du travail, refaire une vie entière pour les sinistrés, que ils sont quasiment disparus du radar. Donc on s'est intéressé à eux. Aujourd'hui, même le nombre de victimes est toujours un peu sujet à débat. Ça a été recalculé. À une époque, on parlait de 5000 morts. Aujourd'hui, le chiffre a un peu évolué vers 3500 morts. Il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle Le Havre, Nouveau Regard, justement, qui parle un petit peu de tout ça. De ces calculs d'après-guerre qui étaient un peu faits rapidement. Et on s'est dit que ça serait intéressant d'en savoir plus sur ces victimes. Alors notre association, évidemment, n'a pas des moyens gigantesques en termes de personnes, et tout ça prend beaucoup de temps, donc on s'est consacré aux victimes du tunnel Jenner. La tragédie du tunnel Jenner, c'est quelque chose qui s'est passé le 6 septembre 1944. Donc le 5 septembre, la ville basse a été bombardée. Et bien évidemment, tous ceux qui sont rescapés de ce bombardement et qui n'avaient plus de maison se sont dirigés vers les abris, de manière à dormir déjà sous un toit, encore de retour des bombardiers, d'être abrités des bombes. Le 6 septembre, les avions reviennent, tout le monde se précipite vers les abris, dont l'abri Jenner. Alors l'abri Jenner, c'était un projet de la ville du Havre qui datait des années 20, qui consistait à créer une nouvelle liaison entre la ville haute et la ville basse. Alors à l'époque, ils n'avaient pas l'argent pour le faire, ils ont attendu. En 1939, ils commencent les travaux, et là, la Seconde Guerre mondiale commence, tous les ouvriers sont mobilisés, fin des travaux. En 1942, le maire Pierre Courant se dit, mais au fait, on creuse des abris, on a de l'argent pour creuser des abris, mais quitte à creuser, creusons utile. Et là, il va faire creuser une galerie. Ça n'a rien à voir avec le tunnel qu'on connaît aujourd'hui, on parle d'une galerie de mine. Une galerie sur le parcours du tunnel Jenner. Ils vont en creuser 2. La galerie montante est terminée. Vous avez un ingénieur qui est en charge des travaux qui s'appelle Lucien Pontevici. Le travail va être fait en partant de la plage Jenner et du rond-point. Les 2 galeries se rejoignent précisément, les calculs sont parfaits. Ils feront la même chose sur la galerie descendante, sauf que là, les Allemands arrêtent la construction au milieu. Les Allemands réquisitionnent la partie côté rond-point, et donc il reste 120 mètres de tunnel qui sont creusés côté plage Jenner, mais qui n'ont pas de sortie de secours. Donc ça, c'est parallèle à l'autre galerie qui est terminée, qui est prévue pour 6 à 7 000 personnes. Et cette galerie qui n'a pas de sortie de secours va être fermée, parce que on considère qu'elle ne peut pas être utilisée comme abri. Donc le 6 septembre, on disait tout à l'heure, les avions reviennent, les gens se précipitent vers l'abri Jenner, qui est l'un des plus sûrs, parce qu'au-dessus, il y a une falaise de plusieurs dizaines de mètres, donc c'est quand même solide. Et il y a toujours de la place, puisqu'il est prévu pour 6 à 7 000 personnes, donc il n'est jamais plein. Et là, ce jour-là, forcément, ce qui devait arriver, il est plein, parce qu'il y a toutes ces personnes qui pressentaient, après la destruction de la ville basse, qui pressentaient qu'il fallait vraiment se trouver un abri pour le soir, parce que ça risquait de recommencer. Et donc, les gens arrivent place Jenner, ils s'engouffrent dans l'abri officiel, mais au bout d'un moment, il n'y a vraiment plus de place. Et il y a une partie de ces personnes qui vont s'apercevoir qu'il y a une deuxième galerie qui part avec des planches. Ils enlèvent les planches et tout le monde s'engouffre là-dedans. On parle de 326 personnes quand même, c'est déjà une bonne quantité de personnes.
Malheureusement, les bombardiers arrivent, le bombardement commence. D'ailleurs, il y a une bombe qui va tomber pas loin du tunnel Jenner, rue Luc-Ottavie, qui va traverser le toit d'une maison, le grenier, le premier étage, le rez-de-chaussée qui va finir à la cave, au milieu des gens qui s'y abritaient. La bombe, elle est devant vous, elle n'a pas explosé, heureusement pour les gens qui étaient dans la maison. Donc cet avion, peut-être le même avion qui a largué cette bombe, il en largue plusieurs, et il y en a une qui tombe sur la deuxième petite galerie du tunnel Jenner, au pire endroit possible. Elle serait tombée sur l'abri officiel, elle aurait fermé une entrée, mais les gens auraient pu sortir de l'autre côté. Mais là, elle tombe vraiment sur cette galerie qui n'a pas de sortie de secours, juste à l'entrée. Il y a 25 mètres de galerie qui s'effondrent, il y a une cinquantaine de personnes qui sont tuées instantanément, et tous les autres se retrouvent enfermés dans ce piège. L'ingénieur en charge des travaux, M. Pontevici, réunit une petite équipe, ils vont creuser un puits depuis la surface, ils vont atteindre le coffrage à 7h du matin, ils vont découper le coffrage, mais quand ils rentrent dans le tunnel, il n'y a plus personne qui bouge. Avec l'air frais qui arrive, et puis en secouant un peu, ils arrivent à réanimer 7 personnes, mais malheureusement, tous les autres sont décédés. Parmi ces 7 personnes, vous avez Daniel Canu, qui est ici sur la photo. Les 319 corps restants dans l'abri dans cette galerie vont être sortis, vont être emmenés au bain-douche, qui est aujourd'hui le théâtre. À l'époque, c'était vraiment des bains-douches. Ils vont être nettoyés, et puis les familles vont venir les chercher, les reconnaître et les emmener vers le cimetière Sainte-Marie pour la plupart. Voilà. Donc notre asso a passé 9 mois l'année dernière à retrouver les victimes du tunnel Jenner. Ça n'a pas été une mince affaire, c'était même très compliqué, puisque les décès ont été déclarés sur plusieurs communes, l'hôtel de ville étant détruit. Quand vous aviez un couple qui décédait, vous aviez les parents, s'ils habitaient par exemple à Sanvic, ils déclaraient la mort de leur fils et de leur belle-fille à Sanvic. Et puis les autres beaux-parents, s'ils habitaient à Graville, ils déclaraient la mort de leur fille et de leur gendre à Graville. Et là, vous vous retrouvez avec des personnes qui ont 2 actes de décès à leur nom. Donc il a fallu faire le tri dans tout ça. Il y avait aussi des articles de journaux qui sont parus en octobre 1944, qui ont commencé à dresser un recensement des victimes du tunnel Jenner. Donc on a comparé tous ces documents, on a fait aussi des appels avec nos amis de la radio, avec la télévision, dans le journal, et on a des gens qui nous ont contactés pour nous dire bah oui, on avait de la famille dans le tunnel, et grâce à leurs témoignages, on en sait plus sur eux, et on a aussi réussi à récolter 32 photos des victimes du tunnel Jenner qui sont ici dans cette salle. Et ça, c'était assez inespéré. Au départ, on nous a dit vous trouverez rien, c'est pas possible, c'est trop tard. Et la preuve que c'est pas trop tard. Parmi ces victimes, vous avez ici par exemple Evelyne Dubur. Evelyne Dubur n'a pas eu de bol, parce qu'Evelyne Dubur, elle était dans l'immeuble du Guillaume Tell. Elle a réussi à s'en sortir, et le soir avec sa famille, elle va s'abriter dans le tunnel Jenner. Vous en avez d'autres, comme ici Michel Picard. Michel Picard, si vous voyez la photo, il a une grosse cicatrice sur le front. Lui non plus, il n'a pas de bol, parce que lui, il a eu un accident de tramway dans le tunnel Sainte-Marie. Et lui, il est mort dans le tunnel Jenner. Derrière chaque photo, il y a un témoignage, une petite histoire, une profession, un âge, une adresse, qui nous permet aussi de situer d'où les gens venaient avant d'aller dans l'hôpital. Et on s'aperçoit qu'il y a toutes les professions qui sont mélangées, toutes les origines un peu géographiques. Attention, il n'y a pas que des Havrais. Sur 319, alors j'ai pas les chiffres ici, mais il y a plus d'une dizaine qui ne sont pas français, qui sont nés ailleurs qu'en France. Il y en a peut-être 80 qui ne sont pas nés en Seine-Maritime. La preuve que Le Havre aussi est un grand port et qu'il attire du monde un petit peu partout. Vous avez des familles entières malheureusement qui sont restées dessous. Ici vous avez la famille Guérité, le père, la mère et puis les 4 enfants, dont la petite dernière qui n'avait que 7 mois. Et là-bas, derrière vous monsieur, vous avez la famille Rosan, le père, la mère et les 5 enfants, dont la petite dernière, Marie-Thérèse, n'avait que 2 mois. Donc je peux vous dire que quand on a fait ce travail, il y a quelquefois... C'était un petit peu dur parce que quand vous commencez à égrener les mêmes noms de famille plusieurs fois, c'est que toute la famille était sous le tunnel, quoi. Là, on parlait tout de suite d'Evelyne Dubur. Evelyne Dubur, il y avait 3 personnes de sa famille avec elle. Voilà. Parce que généralement, on ne va pas dans les abris quand on est tout seul. Donc il y avait beaucoup de parents avec des enfants. Voilà. Et sinon, bonne fin de visite.
Et si vous aussi vous souhaitez découvrir ces lieux chargés d'histoire, 3 nouvelles dates de visite sont à retenir, le 18 octobre, le 22 novembre et le 13 décembre pour découvrir l'ancien hôpital allemand. D'autres installations sont accessibles, notamment durant les journées européennes du patrimoine. Donc on fait visiter ici l'abri chirurgical Flaubert. Rue Escarpé, c'est le PC FLAC, le poste de commandement de la défense antiaérienne allemand. On a le central téléphonique qui se trouve rue Gabriel Monod, dans lequel étaient toutes les communications allemandes. Et puis à Montivilliers, derrière le centre équestre de la Belle Étoile, on a le Point Fort 5, qui est en fait une jolie petite ferme entourée d'une bonne dizaine de bunkers et qui a la particularité d'être dans l'axe de progression des troupes britanniques le 10 septembre 1944, lors de l'opération Estonia. Si l'histoire vous passionne et que vous souhaitez vous engager, l'association est à la recherche de bénévoles. Toutes les informations sont à retrouver sur leur site internet et leur page Facebook. Site Facebook de l'association et puis notre site internet Mémoire et Un grand merci à Eric Hochkorn de l'association Mémoire et Patrimoine pour l'accueil à cet abri Flaubert. Plus d'informations sur le site Mémoire et Patrimoine afin de pouvoir découvrir les visites. Et si vous êtes intéressé, nous avons déjà réalisé plusieurs formats de reportages et d'interviews sur cette association et sur plusieurs de ces lieux. Nous avions d'ailleurs réalisé une interview lors de leur travail sur les victimes du tunnel Jenner, une interview à retrouver sur notre site. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. N'hésitez pas à rester connectés sur Westrack Radio avec la musique, mais les émissions aussi. Retrouvez la grille des programmes sur le site de Westrack. Pour commencer cette soirée, on se quitte en musique à cette fin d'émission. Du rock qui nous vient des États-Unis. José Junior nous chante Dust et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous bien sûr, comme chaque semaine, tous les lundis à 17h. Je serai accompagnée de Michel pour parler cuisine et lundi on s'intéressera aux pâtes fraîches à la maison. Rendez-vous lundi et très bon week-end.